Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence des Mardis de la Science qui a lieu donc sur notre chaîne YouTube. Ce soir, nous allons avoir une conférence sur l'atelier monétaire gaulois d'Orléans. Ce thème sera abordé par Sylvia Nieto-Pelletier et Maryse Blé-Lemarquand, toutes les deux de l'Institut de recherche sur les archéomatériaux à Orléans. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Bien, merci à Centre Sciences qui nous offre la possibilité d'exposer dans le cadre des Mardis de la Science les résultats des recherches interdisciplinaires que nous menons sur les monnaies gauloises d'Orléans. Alors, le sujet que nous proposons de présenter ce soir porte sur l'atelier monétaire gaulois d'Orléans, ou plutôt, vous allez le voir, le supposé atelier, et plus largement sur la production des monnaies de bronze attribuées aux Carnutes au IIe et 1er siècle avant notre ère. Cette étude, elle fait l'objet d'un projet qui est financé par la région Centre-Val de Loire. Ce projet est actuellement en cours et il s'intitule le projet Atmos. Alors voici tout d'abord une carte de localisation des peuples gaulois telle qu'elle est connue pour le 1er siècle avant notre ère et qui nous permet de replacer les Carnutes dans le vaste espace que constitue la Gaule. Et si nous zoomons, voici une carte avec les limites supposées de la cité antique des Carnutes. Alors, quelques mots pour commencer sur l'origine et la naissance de ce projet. À l'origine du projet Atmos, il y a une exposition qui s'intitulait « Regard sur Orléans, archéologie et histoire de la ville ». C'est une exposition qui s'est tenue en 2014 au Musée des Beaux-Arts d'Orléans et qui a donné lieu à un catalogue d'expositions dans lequel 2 pages étaient consacrées au supposé atelier monétaire gaulois localisé en bord de Loire sur le site de la Charpenterie. Et ce sont les échanges que nous avons eus avec Thierry Massat. Thierry Massat est archéologue et responsable de cette fouille. Donc, ce sont les échanges que nous avons eus avec lui lors de l'inauguration de cette exposition qui ont engendré le projet Atmos. Ce projet a débuté en 2017 sous la forme d'un programme de recherche d'intérêt régional, un APRIR, projet financé par la région Centre-Val de Loire pour 3 ans et nous avons bénéficié d'une année supplémentaire en raison du contexte sanitaire actuel. Ce projet a été complété en 2018 par un projet collectif de recherche, un PCR, également pour 3 ans, afin de faciliter l'accès et l'étude du mobilier archéologique issu des fouilles et placé sous la responsabilité du service régional de l'archéologie. Ce projet Atmos, il fédère 8 partenaires issus des sciences humaines et sociales et de la chimie, comprenant à la fois des unités de recherche de la région Centre-Val de Loire et des partenaires dits non académiques qui sont des acteurs majeurs de la recherche archéologique et numismatique à l'échelle locale, nationale et internationale. Donc, 8 partenaires qui se connaissaient en partie et surtout qui entretenaient déjà pour certains des liens étroits depuis plusieurs années. Alors, ces partenaires, les voici très rapidement, l'IRAMAT, qui porte ce projet, le laboratoire CIPERLAT à Tours, le CEMTIC, qui est un laboratoire du CNRS à Orléans, le CETIS à l'Université de Tours, la MSH Val-de-Loire et parmi les partenaires dits non académiques, nous avons l'INRAP, le pôle d'archéologie Orléans Métropole et le département des monnaies, médailles et antiques de la BNF. Donc, vous le voyez, cette conférence à 2 voix seulement aujourd'hui ne doit pas masquer le travail des collègues, de tous les collègues dont le nom apparaît ici. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le site de la Charpenterie a fait l'objet de 5 opérations archéologiques différentes entre 1969 et 2000. Ce sont des opérations archéologiques qui ont été menées par l'AFAN. L'AFAN, c'est l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, association qui est devenue au début des années 2000 l'INRAP,
l'Institut national de recherche archéologique préventive. Ces fouilles ont révélé un site morcelé avec 350 mètres carrés de niveaux gaulois. Ces niveaux gaulois donc sont conservés, sont répartis en 52 îlots. Et de fait, on ne peut pas avoir une vision d'ensemble. Mais l'avantage de ce site, c'est qu'il a révélé une stratigraphie fine et un mobilier très abondant, puisque plus de 57 000 tessons de céramique et plus de 400 monnaies gauloises ont été mis au jour au cours de ces opérations archéologiques. L'ensemble est donc relativement bien daté par le mobilier céramique et 5 grandes phases d'occupation ont pu être mises en évidence. Les 2 premières, datées entre les années 180-150 avant notre ère pour la première et 150 et 120 avant notre ère pour la deuxième, se caractérisent par des structures peu denses qui prennent place dans un espace à forte vocation rurale. Des résidus de forge ont été mis au jour et il est probable qu'il y ait des activités liées au travail du fer dès cette époque. C'est lors de la période suivante, entre 120 et 60 avant notre ère, que prendrait place un atelier spécialisé dans le travail des alliages cuivreux, tout ou partie lié à la production monétaire. Nous allons bien sûr y revenir. Les activités artisanales se développent avec des forges, le travail du fer, de l'os, également des activités de tissage. Des habitats de petite dimension sont attestés et la quantité de monnaie augmente progressivement parmi les objets qui sont mis au jour. Le quartier se spécialise dans les années 60-40 avec la disparition de toutes les traces d'artisanat, à l'exception du travail des alliages cuivreux et du supposé atelier monétaire. Enfin, lors de la dernière période d'occupation, dans les années 40-30 avant notre ère, des structures de cuisson sont attestées, de même que des habitats, et le supposé atelier monétaire serait encore en activité durant cette période. Alors, qu'en est-il plus précisément de cet hypothétique atelier monétaire gaulois? Les éléments à notre disposition sont encore ténus, bien qu'ils pourraient être significatifs dans au moins un cas. Ce sont les recherches, les investigations menées par l'AFAN entre 1997 et 1999, à la suite en fait de travaux pour la construction d'un complexe de cinéma et d'un parking. Donc, ce sont ces opérations archéologiques de l'AFAN qui ont permis de poser l'hypothèse d'un atelier monétaire. On a découvert un certain nombre de mobiliers donc, qui ont permis, vous allez voir, de poser cette hypothèse. Tout d'abord, une dizaine de structures de cuisson associées aux bâtis gaulois ont été mises au jour, que vous avez ici représentées, ainsi que des creusets, de probables résidus métalliques, de lingots, mais dans des contextes archéologiques très incertains, et surtout 2 flancs en alliage cuivreux, encore reliés entre eux. De nombreuses monnaies ont également été mises au jour, 426 exemplaires gaulois qui se répartissent en 290 monnaies de bronze et 107 potins. Je vais revenir sur cette terminologie. Donc 290 bronze et 107 potins, le reste étant indéterminé. Et parmi ces 426 monnaies gauloises, 194 ont pu être identifiées, c'est-à-dire qu'on a pu les rattacher à une région de production monétaire gauloise. Et sur 694 monnaies, 169 sont attribuées au Carnut. Alors, vous avez ici un exemple des principales séries représentées, à la fois des potins,
comme ces deux exemplaires, et des monnaies de bronze frappées, ces monnaies qui sont particulièrement caractéristiques de la production monétaire carnute, avec la présence sur l'une des faces de la monnaie, en l'occurrence au revers, d'un ou deux oiseaux, ici, comme sur cette monnaie, des oiseaux qui sont interprétés comme des aigles ou des pigargues blanches, qui sont des aigles pêcheurs nigériens. Alors, petite parenthèse sur la fabrication monétaire pour expliquer ce que sont ces potins, ou ces monnaies dites de potins, et pour expliquer la différence entre les potins et les bronzes frappés. Deux grandes techniques de fabrication monétaire sont attestées dans le monde celtique. Tout d'abord, la frappe au marteau, qui est le procédé le plus couramment employé et qui permet la production de monnaies dites frappées, que ces monnaies soient en or, en argent ou en alliage à base de cuivre ou alliage cuivreux, ce que l'on appelle communément les monnaies de bronze. Ce procédé consiste tout d'abord à fabriquer un flanc que vous avez ici. Le flanc, c'est une pastille de métal qui est fabriquée dans le métal ou dans l'alliage souhaité. Et ce flanc est ensuite placé entre deux coins et frappé entre deux coins monétaires qui portent l'image à reproduire sur chacune des faces de la monnaie. Le coin de droit, qui est fixe, et qui comporte l'image qui sera empreinte sur une des faces de la monnaie, qu'on appelle le droit, et le coin de revers, qui lui est mobile, et sur lequel est gravée l'image qui sera représentée sur l'autre face, le revers de la monnaie. Vous avez ici quelques exemples de coins monétaires celtiques qui sont parvenus jusqu'à nous, ainsi que la carte des sites qui ont livré un ou plusieurs coins monétaires à l'échelle du monde celtique. Alors actuellement, d'après les derniers inventaires qui ont été réalisés, nous connaissons environ une quarantaine de ces coins monétaires. Donc ça, c'est la première technique de fabrication, la frappe. Pour les monnaies de bronze, un deuxième procédé de fabrication est attesté, est utilisé dans le monde celtique, c'est la coulée dans un moule bivalve. Pour cette technique, les images monétaires à reproduire sur les monnaies sont gravées dans chacune des alvéoles du moule et pour les deux parties du moule. Le métal en fusion est ensuite coulé dans le moule, il se répartit dans les alvéoles sont reliées entre elles par un canal de coulée. Le chapelet de monnaie ainsi obtenu est extrait du moule et les monnaies sont ensuite une à une séparées. Ces monnaies coulées sont appelées des potins. Elles se distinguent des monnaies frappées par un aspect beaucoup plus globuleux, mais également par des différences de composition métallique qui sont liées au procédé même de fabrication. C'est un point sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors, contrairement aux coins monétaires, où je vous disais qu'on en connaissait à peu près une quarantaine actuellement dans le monde celtique, un seul moule, et je devrais dire même une seule partie de moule est parvenu jusqu'à nous. C'est le moule que vous avez ici illustré. C'est un moule qui a été découvert en 2009 sur la commune de Romney en Saône-et-Loire et qui est actuellement conservé à la BNF. Et on voit bien à l'intérieur de chacune des alvéoles le type qui est gravé et qui, en l'occurrence, un type de roi et qui a servi à fabriquer ce type de potin que vous avez ici représenté. Mais revenons à nos monnaies d'Orléans. Alors, vous noterez que sur les 426 monnaies gauloises découvertes à la charpenterie, seulement 194 ont été identifiées, ce qui est assez peu. Cela est dû à la corrosion
parfois très développées, épaisses, sur de nombreux exemplaires du site de la Charpenterie, mais corrosion que l'on retrouve également sur des monnaies découvertes sur plusieurs sites orléanais. Et lorsque les monnaies sont corrodées, eh bien, les identifications, c'est-à-dire le fait de pouvoir les rattacher à une autorité émettrice ou à une région d'émission, eh bien, ces identifications sont rendues plus difficiles car les images représentées sur chacune des faces de la monnaie sont déformées partiellement ou totalement. En outre, lorsque les monnaies sont corrodées, il est beaucoup plus difficile de travailler sur les poids de ces monnaies, donc de s'intéresser aux questions d'étalon pondéral et engager des analyses de composition métallique sur ces monnaies est également beaucoup plus complexe. Le site de la Charpenterie a donc livré un abondant mobilier archéologique, mais il nous faut néanmoins souligner que les indices du travail des alliages pivreux ne sont pas exclusifs à ce site, puisque l'on a retrouvé des éléments, des objets sur au moins 3 autres sites orléanais, à Cheval-Rouge, Place de Gaulle et sur le site Al-Châtelet, pour lesquels des outils, des déchets ou des chutes de production ont également été découverts. Alors, les données recueillies à la Charpenterie, aussi ténues soient-elles, sont d'autant plus précieuses que peu de structures de production monétaire sont formellement attestées en Gaule celtique. Les outils, le matériel et la matière première relèvent bien souvent aussi bien de l'atelier monétaire que du travail de bronzier dans le cas des alliages pivreux. Et de fait, il n'est pas toujours aisé d'identifier formellement la présence d'un atelier monétaire. Et d'ailleurs, la notion même d'atelier monétaire pour le monde celtique doit être interrogée, et est interrogée par plusieurs chercheurs, puisqu'il n'est pas certain que les lieux de production des flancs monétaires soient également les lieux où on frappait les monnaies. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse d'ateliers de frappe mobiles ou itinérants. Alors, on connaît pour la Gaule un certain nombre d'objets qui pourraient être rattachés à la fabrication monétaire, par exemple les flancs monétaires, dont on a déjà parlé, les coins monétaires également. On a parfois des indices assez forts de production monétaire, comme cette carte peut en témoigner, mais on connaît en fait assez peu de structures de production directement liées à la monnaie, à la fabrication de la monnaie. Le site qui est actuellement le mieux renseigné est celui de Migné-Auxence dans la Vienne, dont l'étude a été publiée en 2008. Il s'agit d'un établissement rural localisé dans le centre-ouest de la Gaule. On est chez les Pictons. Et la structure qui a été interprétée comme un atelier par les archéologues correspond à une fosse de 6 mètres carrés que vous avez ici représentée avec un foyer central. L'ensemble de la structure a été daté de la fin du IIe siècle avant notre ère. Cette fosse a livré un mobilier abondant, parmi lesquels 152 creusets qui servent notamment à la préparation des alliages, 40 flancs monétaires encore reliés entre eux. Vous en avez ici 2 exemples. Des flancs monétaires encore reliés entre eux en chapelet ou isolés, en voici un. On a également découvert des déchets de production et des outils comme des ciseaux à métaux ou des polissoirs. 5 monnaies ont également été découvertes. Ce sont des monnaies qui ont été attribuées aux Pictons par les numismates qui les ont étudiées. Et ces monnaies présentent le même poids et le même diamètre que les flancs vierges qui ont été mis au jour dans cette fosse. Le site a donc été interprété par les auteurs comme un atelier de bronzier spécialisé dans la fabrication des flancs monétaires. Rien ne permet toutefois d'affirmer qu'il y avait également la seconde étape en quelque sorte de la production monétaire, c'est-à-dire la frappe.
Revenons à Orléans. Le projet Atmos repose sur l'étude et l'analyse des monnaies en alliage cuivreux découvertes ou représentées dans l'îlot de la Charpenterie, parallèlement à la reprise de toute la documentation archéologique. Ce projet intègre également l'étude et l'analyse des monnaies de plusieurs sites orléanais, ainsi que l'analyse des résidus métalliques qui ont été mis au jour. Il s'articule autour d'une approche multiscalaire, la charpenterie et le supposé atelier monétaire, l'agglomération d'Orléans avec des élargissements à plusieurs sites qui ont livré des monnaies, particulièrement Cheval Rouge, Place de Gaulle, Alchâtelet et Clos de la Fontaine, et plus largement le territoire carnute. Il s'agit donc de caractériser le plus finement possible cette structure de production et ainsi à terme enrichir nos connaissances sur les ateliers monétaires gaulois. Le croisement des données numismatiques, archéologiques, archéométriques et spatiales doit en outre renseigner la production monétaire en bronze chez les carnutes depuis la préparation des alliages monétaires jusqu'à la mise en circulation des monnaies. Et au-delà de la chaîne opératoire, ce projet est également l'occasion de nourrir une réflexion sur l'usage de cette monnaie de bronze de faible valeur et sur la question de la fiduciarité au sein des sociétés celtiques au IIe et 1er siècle avant notre ère. L'ensemble des résultats obtenus ou en cours d'interprétation, bien, tous ces résultats sont replacés et seront replacés dans les contextes de production et de circulation monétaire au sens large, c'est-à-dire à la fois dans leurs dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles. Alors, changeons d'échelle pour replacer chronologiquement la production monétaire chez les carnutes dans le contexte plus large de la production monétaire gauloise. Les premières monnaies qui apparaissent en Gaule sont des monnaies grecques. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère et ce sont des monnaies d'argent produites par la cité grecque de Marseille, Massalia. Donc, dans un premier temps, les premières monnaies qui apparaissent en Gaule, ce sont des monnaies grecques. Les premières monnaies gauloises sont, quant à elles, très certainement produites à partir du début du IIIe siècle avant notre ère, selon deux grandes zones. Au nord de la Garonne, on voit tout d'abord apparaître des monnaies d'or, et ce sont des monnaies d'or qui imitent des monnaies grecques, en l'occurrence, et surtout des monnaies au nom de Philippe II de Macédoine. Au sud, ce sont des monnaies d'argent. Ces monnaies d'argent gauloises vont également, dans un premier temps, imiter des monnaies grecques, mais cette fois, elles imitent des monnaies des cités d'Emporion et de Rhodée. Puis, la monnaie évolue, les imitations à proprement parler de monnaie grecque disparaissent rapidement au profit d'une iconographie pleinement celtique. Donc, les Gaulois vont s'approprier complètement ce nouvel outil qu'est la monnaie et des espèces en or, en argent et en bronze sont alors produites en divers endroits de la Gaule. On voit bien sur cette carte la répartition nord-sud, monnaie d'or dans un premier temps au nord de la Garonne et monnaie d'argent dans un premier temps au sud. Les monnaies de bronze apparaissent quant à elles en Gaule à la fin du IIIe siècle ou début du IIe siècle, soit moins d'un siècle ou un siècle tout au plus après la naissance de la monnaie gauloise. Elles sont présentes sur de nombreux sites gaulois à une période où la société celtique connaît de profondes évolutions. En Gaule, ces premiers exemplaires en alliage cuivreux sont des exemplaires coulés, les fameux potins coulés dans des moules bivales. Et c'est dans le nord de la Gaule que paraissent se trouver actuellement les contextes les plus anciens. Puis, des potins sont par la suite fabriqués en divers endroits de la Gaule et connaissent des aires de diffusion, des aires de circulation plus ou moins importantes selon les émissions. Voilà pour les potins, pour les monnaies coulées. Les premiers bronzes frappés
semblent apparaître dans un second temps à partir du milieu du IIe siècle avant notre ère et ils apparaissent en divers points de la ville. Il faut bien garder à l'esprit que ces bronzes frappés ne remplacent pas les potins. Les potins continuent à être produits, ils continuent de circuler et d'être utilisés parallèlement à ces nouvelles monnaies de bronze qui entrent dans la circulation monétaire. Les bronzes frappés et potins coexistent au sein des sociétés celtiques. L'ensemble de ces espèces, qu'elles soient coulées ou frappées, est encore en usage bien après la conquête césarienne de 52, selon des chronologies qui varient en fonction des régions d'émission. Troisième type, en quelque sorte, de monnaie en alliage fibreux à être produite en Gaule, ce sont les monnaies en laiton, l'auricalque des anciens. Ces monnaies en laiton apparaissent plus tard, peut-être quelque part dans la première moitié du 1er siècle avant notre ère, mais surtout, elles apparaissent lors de la guerre des Gaules, très certainement, tout d'abord dans le cadre particulier d'un monnayage obsidional, c'est-à-dire un monnayage lié au siège d'Alésia, et ces monnaies en laiton se développent ensuite dans la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère. Alors actuellement, on a pu identifier des pièces en laiton dans le centre-ouest de la Gaule, chez les Pictons et les Santons. Vous en avez ici deux exemples en bas, ainsi que dans le territoire attribué aux Arvernes, c'est cette monnaie-ci. En fait, centre-ouest de la Gaule, Picton, Santon et Arvernes, ce sont deux régions qui sont particulièrement bien renseignées du point de vue des compositions métalliques et donc qui nous permettent de travailler sur ces monnaies en laiton. Alors voilà pour le cadre très général et les grandes lignes de la production monétaire à l'échelle des territoires gaulois. On change une nouvelle fois d'échelle, retour en territoire carnute, avec cette vision d'ensemble du territoire traditionnellement attribué aux carnutes. On a pu mettre en évidence des concentrations monétaires dans 5 zones du territoire et à sa limite est, et on constate que c'est l'agglomération d'Orléans qui concentre le plus grand nombre de séries monétaires en alliage fibreux, mais également les séries les plus anciennes. Et ces 5 zones que vous voyez sur la carte sont également susceptibles de représenter des entités, en quelque sorte, plus ou moins autonomes, ou des niveaux de pouvoir variables, qu'il s'agisse de pouvoirs locaux ou plus importants. Dans la première moitié du IIe siècle, les premières productions monétaires en alliage fibreux qui apparaissent sont des potins, avec des poids variables selon les séries. On a identifié dans le territoire carnute des potins plutôt lourds, ce sont les potins dits à l'aigle, en raison de cet aigle que vous devinez au revers, et au droit, vous voyez une tête casquée qui est représentée. Et deuxième série de potins qui a pu être identifiée, des potins plutôt légers, ce sont des potins dits au croissant que vous avez ici représentés. Donc ce seraient ici vraiment les premières monnaies, les premières productions monétaires de cette région. À partir du milieu du IIe siècle, on voit que les centres d'émission se multiplient et les bronzes frappés cette fois entre 2 points, apparaissent. Ces bronzes frappés, ce sont tout d'abord des bronzes lourds, dits à l'aigle, avec cet aigle que vous voyez représenté ici au revers. Puis ensuite, nous avons des bronzes légers de type aiglon qui apparaissent. Dès cette période, l'ensemble à l'aigle se développe dans l'Orléanais et cet aigle très présent au revers des monnaies, parfois interprété comme un pigargue, devient une iconographie emblématique des productions monétaires de la région. Alors, d'autres émissions apparaissent ailleurs sur le territoire carnute,
particulièrement dans le pays chartrain et en Sologne. À partir des années 110, de nouvelles émissions en bronze à l'aigle voient le jour dans l'Orléanais, mais ce sont des séries que l'on va retrouver surtout dans la circulation aux périodes postérieures. Et de nouveaux potins sont également produits dans le nord cette fois dans le nord du territoire carnute. Vers les années 80-70 jusqu'aux années 50, la production monétaire s'accroît dans le territoire carnute, les volumes de production augmentent et les premiers bronzes épigraphes, c'est-à-dire des monnaies de bronze qui portent une inscription, une légende, eh bien, c'est la période où ces premiers bronzes épigraphes sont frappés. Et c'est par exemple le cas des bronzes Tasgetios que vous avez ici représentés, et nous sommes là dans l'Orléanais. Enfin, à partir des années 40-30, donc après la guerre de Gaulle et la conquête de la Gaule par César, la production de bronzes épigraphes se développe. C'est par exemple le cas des bronzes Pixtilos que l'on va retrouver sur l'ensemble du territoire carnute. Ces premières données archéologiques, numismatiques et spatiales sont complétées par des analyses élémentaires pour connaître la composition des monnaies. Alors, à ce jour, 286 monnaies ont été analysées par activation au neutron rapide de cyclotrons. Certains de ces résultats sont encore en cours d'exploitation. Voici comment se répartissent ces monnaies analysées. 165 exemplaires proviennent des fouilles d'Orléans, de la charpenterie, mais également d'autres sites orléanais. Et 121 exemplaires sont conservés dans les médaillés de la Bibliothèque nationale de France et proviennent en très grande majorité de collections du XIXe siècle. Alors, le choix a été fait de faire porter en priorité les analyses sur des monnaies découvertes en contexte sur des sites orléanais. C'était vraiment l'objectif premier de ce programme de recherche parce que cela nous permettait de répondre au mieux à nos problématiques. Mais un premier examen de ces monnaies a rapidement révélé un état de conservation différencié selon les sites de découverte et il a fallu très rapidement nous rendre à l'évidence. De nombreuses monnaies étaient trop corrodées et ne pourraient pas se prêter à l'analyse. De fait, il a donc été décidé de lever ce verrou par le recours aux médaillés celtiques de la Bibliothèque nationale de France pour les séries les moins bien représentées dans le corpus analytique, d'où ces 121 exemplaires conservés à la BNF qui ont été analysés. Et je laisse maintenant la parole à ma collègue Maryse Blais-Lemarquand qui va présenter les résultats que nous avons obtenus. Merci Sylvia. Quelques mots tout d'abord sur la méthode d'analyse employée, l'activation au neutron rapide de cyclotron. Méthode utilisée donc pour étudier ces monnaies en alliage cuivreux. C'est une méthode d'analyse qui a été mise au point dans les années 80 au laboratoire d'Orléans et qui présente différents avantages. Elle est multi-élémentaire, globale et non destructive. L'analyse se déroule en 2 temps. Tout d'abord, la monnaie est irradiée au moyen d'un flux de neutrons rapides au cyclotron du laboratoire SEMTI du CNRS d'Orléans, et cela de façon à générer des radioéléments dans tout le volume de la monnaie. La deuxième étape se déroule dans notre laboratoire à l'IRAMAT et consiste à mesurer le rayonnement gamma émis par la monnaie activée. Ensuite, un programme de calcul nous permet de déterminer la composition des monnaies en éléments majeurs, mineurs et traces. Comme le terme l'indique, les éléments majeurs sont ceux qui sont majoritaires dans l'alliage. Et pour simplifier, on peut dire que ces éléments dérivent des métaux en lingots que l'artisan a mis dans son creuset, le cuivre, l'étain, le plomb, ou bien ils dérivent des alliages de récupération qu'il a recyclés. Les éléments qui sont présents en plus faible proportion, qu'on appelle les éléments mineurs et traces, ont été introduits dans l'alliage en tant qu'impureté des métaux employés
ou bien des procédés métallurgiques. Si bien que leur présence dépend à la fois des minerais exploités pour produire le métal, mais aussi des opérations métallurgiques qui ont été mises en œuvre. Les analyses élémentaires fournissent des informations qui complètent celles des études numismatiques et archéologiques. Et en croisant ces données issues de ces différentes approches, nous réfléchissons aux usages de tel ou tel alliage pour produire les différentes séries monétaires. Nous comparons les compositions pour mettre en évidence des similitudes ou des différences qui documentent les choix technologiques des éventuels ateliers monétaires, mais aussi qui nous renseignent sur les stocks de métaux qui étaient disponibles à un moment donné. Donc, les concentrations en éléments majeurs, le cuivre Cu, l'étain Sn et le plomb Pb, ont été reportées sur ce triangle qui s'appelle un diagramme ternaire. En fait, vous voyez que la concentration en antimoine Sb a aussi été ajoutée à celle du cuivre, car, nous le verrons dans la diapositive suivante, les teneurs en antimoine ne sont pas négligeables dans certaines monnaies. Et comme cet élément a probablement été involontairement introduit dans l'alliage avec le cuivre, il a été ajouté, les teneurs ont été ajoutées ici à celles du cuivre sur le graphique. Ce graphique comprend donc l'ensemble des monnaies, mais aussi un lingot qui provient du site de la Charpenterie et qui a été analysé au début des années 2000 par Fabien Pilon. Un second lingot trouvé sur ce même site étant laiton. Or, cet alliage, pour autant d'après ce que nous en avons vu des analyses, cet alliage n'a pas été employé pour les monnaies de notre étude. Il faut souligner que ces deux objets ont un contexte assez incertain et ne datent peut-être pas en fait de la période gauloise. Sur ce diagramme ternaire, deux grandes tendances se dessinent. D'une part, les potins, qui sont donc représentés avec des carrés jaunes et des carrés rouges, sont bien plus dispersés que les bronzes frappés, qui sont figurés avec des ronds, ce qui signifie que les potins ont des compositions plus variables d'un exemplaire à l'autre que les bronzes frappés. Ces derniers sont finalement assez regroupés, car leur composition est assez stable et elle peut être explicitée à l'aide de deux ellipses. Deuxième grande tendance, les potins sont généralement plus riches en étain et en plomb que les bronzes frappés. Et ce constat renvoie au procédé même de fabrication, car l'ajout d'étain et de plomb améliore la capacité du bronze à être coulé, mais en revanche, il rend l'opération de frappe beaucoup plus délicate à réussir. À noter, la composition du lingot en bronze, qui est représentée par un triangle rose, oui, se rapproche de celle de potins à l'aigle, donc des carrés rouges, voire de certains exemplaires de bronze lourd, les ronds verts. Bon, mais ce rapprochement sera examiné lorsque nous aurons un plus grand nombre de résultats d'analyse. En rentrant dans les détails, il s'avère que les deux types de potins n'ont pas les mêmes domaines de composition. On remarque aussi que les bronzes frappés se répartissent dans deux ensembles distincts, représentés donc par les deux ellipses. Ces distinctions se lisent peut-être plus aisément que sur un diagramme binaire que sur le ternaire, et ce diagramme binaire montre les teneurs en plomb, Pb, en fonction des teneurs en étain, Sn. Si les deux types de potins sont faits d'alliage avec au maximum 80% de cuivre et des concentrations très variables en plomb, qui vont jusqu'à 10-15% de plomb, les potins au croissant, donc d'environ 3 grammes, qui sont représentés par des carrés jaunes, contiennent plus d'étain que les potins à l'aigle, donc ceux de 8 grammes, représentés par des carrés rouges. Les teneurs en étain des premiers varient entre 16 et un peu plus de 30% parfois, tandis que l'étain ne dépasse pas 17% dans les seconds. Les bronzes lourds à l'aigle, donc les ronds verts, qui apparaissent à partir du milieu du IIe siècle avant notre ère, sont caractérisés par des teneurs en étain comprises entre 4 et 10% et des teneurs en plomb de l'ordre de 2,5%. Ces teneurs sont assez difficiles à interpréter. Est-ce que le plomb résulte vraiment d'un ajout volontaire? À ce niveau de teneur, c'est quand même peu probable et on imagine plutôt que c'est une impureté du cuivre. Et enfin, les 3 séries de bronze à l'aigle
donc série de monnaies légères, ce sont les aigles aiglons, les roues, les pentagrammes, qui sont surtout représentés dans le dernier tiers du IIe siècle et la première moitié du Ier siècle, présentent des compositions semblables. Ils sont représentés sur ce graphique au moyen de ronds de différentes couleurs. Ils ont été fabriqués à partir de bronze, des bronzes au sens strict du terme, c'est-à-dire des alliages cuivre éteint sans plomb ajouté. D'ailleurs, en fait, les teneurs en plomb sont inférieures à 1%, et celles en étain se situent majoritairement dans la gamme des 12-16%. Les bronzes légers se distinguent donc des bronzes lourds par des teneurs en étain plus élevées et par des teneurs en plomb nettement plus faibles. Enfin, la série tardive Pixtilos, qui est datée des années 40-30, donc des losanges blonds sur le graphique, comporte à la fois des exemplaires en bronze, donc cuivre éteint, mais également en bronze au plomb, cuivre éteint plomb, sans que le type de ces monnaies et leur poids ne viennent pour le moment appuyer cette différenciation de composition. L'examen des teneurs de deux mineurs et traces, l'arsenic AS et l'antimoine SB, renforce et précise les distinctions que nous venons de voir à l'aide des teneurs en étain et en plomb. Les deux séries de potins n'ont pas été fabriquées avec les mêmes métaux, parce que les lourds potins à l'aigle, donc les carrés rouges, contiennent des concentrations variables en antimoine jusqu'à plus de 4%, tandis que cet élément est peu présent dans les potins au croissant. Les carrés jaunes, on voit, se regroupent dans une ellipse qui est proche de l'axe. En revanche, les concentrations en arsenic de ces deux séries sont relativement proches. Les concentrations évoluent sont au maximum de 0,8%. Les bronzes lourds, donc les ronds verts, renferment eux aussi de l'antimoine, entre 0,5 et 2,5%, alors que dans les bronzes légers, l'antimoine atteint au maximum 0,2%. À noter que ces deux séries sont pauvres en arsenic, 0,2% au maximum. Les bronzes pixtilos, donc les losanges blanches, qui possèdent des compositions variables en étain et en plomb, renferment aussi des proportions variées d'antimoine. La majorité des exemplaires se rapprochent des bronzes lourds à l'aigle et certains autres plutôt des bronzes légers. L'argent, Ag, est aussi un élément que l'on trouve dans les cuivres et alliages cuivreux anciens, à faible proportion. Ces teneurs apparaissent sur ce graphique qui représente les teneurs en argent en fonction de celles en antimoine. Ces teneurs apparaissent corrélées à celles de l'antimoine dans les monnaies de notre étude. C'est-à-dire que plus une monnaie contient de l'antimoine, plus elle est riche aussi en argent. Cette relation suggère que ces deux éléments ont été introduits ensemble dans l'alliage, peut-être comme une impureté du cuivre. Toutefois, compte tenu de ce que l'on sait des associations minéralogiques dans les gisements plombifères, on ne peut pas exclure la possibilité que l'antimoine et l'argent proviennent du plomb, dans certains potins tout du moins. Nous avons vu à l'aide du graphique précédent que l'antimoine permettait de distinguer les potins à l'aigle de ceux au croissant. Il en est généralement de même ici avec les teneurs en argent. Et de façon plus nette encore, les bronzes lourds sont séparés des bronzes légers selon les teneurs en argent. Les bronzes lourds contiennent entre 0,2 et 0,3% de cet élément qui est présent au maximum à hauteur de 0,2% et souvent moins en fait dans les bronzes légers. Enfin, on observe encore une convergence de composition entre la majorité des pixtilos et les bronzes lourds. Plusieurs travaux antérieurs à notre étude ont déjà mis en évidence des alliages cuivreux riches en antimoine, voire en argent, à l'image de ceux observés pour le groupe des potins à l'aigle, des bronzes lourds à l'aigle et certaines monnaies pixtilos, qu'il s'agisse de séries monétaires gauloises du centre-ouest de la Gaule, de certains objets tels que des anneaux, des rouelles, qui ont été découverts sur l'oppidum de Manching en Bavière, ou encore des petites monnaies de bronze frappées par la cité grecque de Marseille à partir du milieu du IIe siècle avant notre ère. Il conviendra dans un second temps de synthétiser, de confronter ces différentes données d'analyse qui sont issues de régions géographiquement éloignées pour avancer dans l'interprétation des caractéristiques chimiques des monnaies gauloises de l'Orléanais. Pour synthétiser nos données de composition, il apparaît finalement que les deux séries de potins
présentent des gammes de composition différentes, que ce soit pour les éléments majeurs ou pour les mineurs et les traces. Ils possèdent aussi, rappelons-le, des poids différents. Par conséquent, en dépit de leurs points communs, leur chronologie relativement proche, les premières occurrences apparaissent dans leur Léanais, il est finalement peu probable que ces deux séries de potins aient été fabriquées ensemble dans le même atelier. Nous avons vu aussi que les différents types de bronze léger sont indéniablement des séries qui fonctionnent ensemble, tant du point de vue des compositions, ce sont des vrais bronzes sans ajout de plomb, avec peu d'antimoine, peu d'argent, peu d'arsenic, que du point de vue de la chronologie et aussi de la métrologie. La série des bronzes lourds à l'aigle relève là d'une production vraiment différente, d'après les données pondérales, mais aussi les concentrations des éléments mineurs et traces. Enfin, la série tardive Pixtilos, donc mise à partir des années 40-30 avant notre ère, présente des convergences de composition avec les bronzes lourds pour la majorité de ces exemplaires, mais aussi avec les bronzes légers pour certains autres. Je laisse le soin à ma collègue Sylvia Nieto-Pelletier de conclure. Merci Marie. Alors, les données typologiques et de terrain corrélées à l'analyse spatiale de la répartition des monnaies révèlent, on l'a vu, à l'échelle du territoire carnu, plusieurs productions distinctes pouvant s'apparenter à de petites entités territoriales plus ou moins autonomes. Au sein de cet espace, Orléans tient une place à part. Son extension, l'importance et la concentration des activités artisanales, la présence de mobilier importé et le nombre considérable de monnaies découvertes appuient l'hypothèse d'une capitale économique située à Orléans et renforcent la dualité du territoire entre Chartres et Orléans, déjà mise en évidence dans de précédents travaux. Les résultats des analyses réalisées sur les monnaies révèlent des pratiques plurielles au sein du ou des ateliers monétaires, mais également l'emploi de stocks métalliques distincts selon les séries monétaires produites et selon très certainement la chronologie des émissions. Alors, cette démarche interdisciplinaire qui associe et croise les données des sciences humaines et de la chimie contribue, dans le cadre du projet Atmos, à une meilleure définition et à une meilleure compréhension de la production monétaire en alliage cuivreux chez les carnutes. Mais plus largement, cette démarche permet d'enrichir considérablement nos connaissances et de renseigner plus finement les pratiques économiques et monétaires mises en œuvre par les Gaulois entre le IIIe siècle avant notre ère, au moment où apparaît la monnaie, et le 1er siècle avant notre ère, après la conquête de la Gaule, par César. Nous vous remercions pour votre attention. Je vous remercie à toutes les deux de nous avoir fait donc, cette présentation très intéressante et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.